Salut à tous. Au moment où le premier drone a franchi l'espace aérien israélien, le monde a changé. Pas graduellement, pas symboliquement, mais instantanément et de façon permanente. En 6 heures, 2000 drones suicides iraniens ont démantelé 3 décennies de certitude, forcé la force navale la plus puissante de la planète à battre en retraite en silence, et envoyé un message écrit par le feu dans le ciel de Tel Aviv qu'aucune conférence de presse, aucune déclaration diplomatique et aucun briefing du Pentagone soigneusement rédigé ne pouvait honnêtement faire disparaître. C'est le moment où la routine de tribune à la Trump manque soudain d'adjectifs et découvre que les slogans n'interceptent pas les drones. C'était pas une escarmouche, c'était pas une provocation, c'était une déclaration civilisationnelle livrée avec une précision mathématique selon laquelle l'ère de la domination occidentale incontestée sur le Moyen-Orient est arrivée à son dernier chapitre. À 2h17 heure locale, les opérateurs radars du complexe de défense aérienne de Palmachim ont vu leurs écrans se remplir d'une manière sans précédent dans l'histoire de la défense aérienne israélienne. Pas des dizaines de contacts, pas des centaines. 2000 signatures simultanées apparaissant depuis plusieurs vecteurs sur un front allant de la frontière libanaise au nord jusqu'au corridor jordanien à l'est. Le simple volume a fait s'effondrer instantanément tous les protocoles établis. Des systèmes conçus et calibrés pour gérer des attaques de saturation de 60 à 80 cibles simultanées devaient maintenant traiter un nombre 30 fois supérieur à leur seuil architectural. Les algorithmes ont cédé, les fils d'interception ont débordé et, une à une, les brèches dans le bouclier défensif légendaire d'Israël ont commencé à s'ouvrir comme des plaies qu'aucune technologie ne pouvait refermer assez vite. À l'aube, 3 des installations militaires les plus critiques d'Israël n'étaient plus que des décombres fumants. Les infrastructures portuaires d'Ashdod étaient paralysées. Les incendies qui brûlaient à travers le corridor métropolitain du Gush Dan étaient visibles depuis des avions commerciaux volant à altitude de croisière au-dessus de Chypre. Et dans le golfe d'Oman, le groupe aéronaval du USS Abraham Lincoln, symbole le plus reconnaissable de la projection de puissance américaine depuis 3 décennies consécutives, effectuait un repositionnement à grande vitesse hors de portée des missiles antinavires iraniens, son départ étant suivi en temps réel par des images satellites qui seraient publiées et diffusées mondialement dans les heures suivantes. Tous les gouvernements de la planète observaient. Tous les bureaux de planification stratégique prenaient des notes. L'arrogance télédiffusée a une toute autre allure quand les images satellites commencent à faire la vérification des faits. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, il faut d'abord comprendre ce que signifie réellement 2000 contacts drones simultanés pour un système défensif. Ce nombre n'est pas seulement élevé. Il est précisément, délibérément et mathématiquement calibré pour dépasser les limites physiques et informatiques de la technologie déployée par Israël. Le dôme de fer a été conçu comme un système de défense ponctuel. Son architecture radar et de conduite de tir a été optimisée autour d'un nombre défini de menaces simultanées à l'intérieur d'une zone géographique d'engagement précise. L'intercepteur Tamir se déplace à environ 250 mètres par seconde et a besoin d'une fenêtre minimale d'engagement pour acquérir, suivre et détruire une cible. Dans des scénarios standards impliquant des dizaines de cibles, le système fonctionne avec une fiabilité réelle et bien documentée. Le problème, c'est que rien, cette nuit-là, n'avait quoi que ce soit de standard. La première vague était composée d'environ 600 munitions rôdeuses Shahed 136 AL Delta. Elles volaient à des altitudes comprises entre 500 et 1500 mètres, en suivant des points de passage préprogrammés, délibérément tracés à travers des vallées et des reliefs côtiers spécifiquement choisis pour limiter le temps d'acquisition radar. Chacune transporte une charge militaire de 40 kg, suffisante pour détruire une installation radar, faire s'effondrer une structure de stockage de carburant ou faire exploser une zone de stockage de munitions avec un seul impact. Intégrées à cette première vague se trouvaient environ 400 variantes, Shahed 238, l'évolution à propulsion à réaction de la plateforme, volant à près du double de la vitesse du modèle de base.
Là où le Shahed original offre un système défensif environ 4 à 6 minutes de fenêtre d'engagement entre l'acquisition radar et l'impact possible, le Shahed 238 réduit cette fenêtre à moins de 90 secondes. 90 secondes. Ce n'est pas assez pour qu'un opérateur humain confirme une piste, autorise un engagement, tire un intercepteur et évalue le résultat avant que la cible suivante dans la file exige déjà son attention. Aucune version de la réalité fabriquée en meeting électoral ne peut transformer 90 secondes en contrôle stratégique. La deuxième vague a été lancée environ 40 minutes après la première, avec plus d'1 millier de plateformes additionnelles entrant dans l'espace aérien israélien depuis un axe géographique complètement différent, à travers les corridors syriens et irakiens, délibérément gardés calmes durant les semaines précédentes pour éviter de déclencher un niveau d'alerte plus élevé. Lorsque cette deuxième vague est arrivée, les batteries du dôme de fer dans les secteurs nord et centre fonctionnaient déjà avec des stocks d'intercepteurs sévèrement réduits en raison des exigences du premier engagement. Le timing n'avait rien de fortuit. C'était le produit d'une planification opérationnelle ayant étudié avec précision les cycles de rechargement défensif israéliens et programmé la deuxième frappe pour qu'elle arrive exactement au moment où ces cycles étaient à leur point le plus vulnérable. La troisième et dernière vague, soit environ 400 plateformes, s'est concentrée exclusivement sur la grande région métropolitaine de Tel Aviv et le corridor militaire du Negev, au moment où l'architecture défensive était dans un état de grave épuisement des ressources. Plusieurs batteries avaient déjà vidé leur charge d'intercepteurs prêts au tir et se trouvaient à différents stades de rechargement manuel. Un processus nécessitant entre 30 et 90 minutes selon la position et l'équipage. Les drones qui ont percé durant cette phase finale n'ont rencontré pratiquement aucune interception organisée. Ils ont volé vers leur cible désignée dans un silence presque total. Le seul bruit était ce bourdonnement de turbines caractéristiques que des résidents de Tel Aviv allaient plus tard décrire comme le bruit le plus terrifiant qu'ils aient jamais entendu de leur vie. Le schéma de ciblage révélait une logique stratégique qui dépassait largement la simple destruction. L'installation radar de la base aérienne de Palmachim a été frappée dans les premières minutes de la première vague, dégradant de manière précise et délibérée la vision aérienne à longue portée d'Israël au moment exact où elle était la plus nécessaire. Le complexe de renseignement de Gilo, au nord de Tel Aviv, a subi plusieurs impacts directs qui ont rendu d'importantes portions de son infrastructure non opérationnelle. Le terminal de carburant et de logistique du port d'Ashdod, par lequel transite une part importante des importations pétrolières militaires d'Israël, a été frappé par 17 impacts distincts de drones, déclenchant des incendies qui ont brûlé sans interruption pendant plus de 14 heures. Le complexe du quartier général militaire de la Kiria, au centre de Tel Aviv, qui abrite l'état-major général des forces de défense israéliennes et sert de centre névralgique au commandement et au contrôle israélien, a été visé par un paquet concentré de plus de 60 drones lors de la troisième vague. Au moins 11 ont franchi le périmètre et explosé à l'intérieur du complexe. Ce n'était pas une destruction aléatoire. Chaque cible du paquet de frappe iranien a été choisie pour son rôle précis dans la capacité de réponse défensive d'Israël ou dans son architecture logistique et de maintien du commandement. L'Iran ne cherchait pas à terroriser une population civile. Il démantelait systématiquement la machine militaire elle-même. L'establishment occidental de la défense a passé des années à écarter la famille de munitions rôdeuses Shahed comme des armes rudimentaires, des copies bon marché de concepts dépassés qu'un adversaire technologiquement avancé pourrait gérer sans difficulté. Cette évaluation a toujours été plus confortable que l'honnêteté. Les événements de cette nuit l'ont définitivement enterré. Ce que l'Iran a construit n'est la copie de rien. C'est une famille de systèmes d'armes originales et réellement innovantes, raffinée de manière itérative à travers l'expérience opérationnelle sur plusieurs théâtres de conflit, jusqu'à devenir l'une des plateformes les plus stratégiquement conséquentes actuellement déployées par une force militaire sur la planète. C'est habituellement le moment où le scénario médiatique pro-Trump se réfugie dans la posture martiale pour éviter un inventaire honnête de l'échec. Le Shahed 136 de base est trompeusement simple dans sa conception, une cellule à aile delta propulsée par un petit moteur à piston, guidée par une combinaison de navigation inertielle et d'algorithmes de suivi de terrain dépendant du GPS,
portant une charge militaire à effet dirigé optimisé pour pénétrer des structures durcies. Son coût unitaire de production est estimé entre 20 000 $ et 50 000 $, selon l'approvisionnement en composants et le volume de production. À grande échelle, la base industrielle de défense ira en Jung, capacité à produire ces systèmes dans des quantités qu'aucun fabricant occidental ne peut égaler à coût unitaire comparable. L'économie n'est pas un élément secondaire, c'est tout l'enjeu. Un seul intercepteur Tamir coûte entre 40 000 $ et 50 000 $ l'unité. La doctrine israélienne prévoit le tir de 2 intercepteurs par cible entrante afin d'assurer une probabilité de destruction suffisante. Cela signifie entre 80 000 $ et 100 000 $ de dépenses défensives israéliennes pour chaque drone iranien coûtant entre 20 000 $ et 50 000 $. Sur 2000 drones, même en supposant un taux d'interception de 70%, ce que l'évaluation des dommages de cette nuit laisse fortement penser ne pas avoir été atteint. Cette asymétrie financière a produit une ponction nette sur les stocks d'intercepteurs qui ne peut pas être remplacée rapidement. Les États-Unis fabriquent des intercepteurs Tamir à un rythme d'environ 3000 par année dans le cadre de l'accord de production conjointe avec Rafael. 2000 auraient potentiellement été dépensés dans une seule fenêtre de 6 heures. L'arithmétique stratégique de cette équation n'a rien de subtil. La variante Shahed 238 représente le saut évolutif le plus important dans le développement de la plateforme. Le remplacement du moteur à piston par un petit turboréacteur fait passer la vitesse de croisière d'environ 185 km à l'heure à plus de 350, réduisant de moitié la fenêtre d'engagement disponible pour les systèmes défensifs, tout en diminuant fortement sa détectabilité acoustique à distance. Les raffinements aérodynamiques intégrés au 238 réduisent aussi de manière significative sa section équivalente radar, une caractéristique manifestement prise en compte dans la sélection par l'Iran des nœuds les plus lourdement défendus du réseau de défense aérienne israélien comme cible prioritaire pour cette variante. Au-delà de la plateforme elle-même, l'innovation opérationnel qui a rendu ce paquet de frappe véritablement sans précédent résidait dans l'architecture de commandement et de contrôle gérant simultanément 2000 armes individuelles sur plusieurs axes d'attaque et en 3 vagues distinctes séparées dans le temps. Coordonner un tel volume de plateformes autonomes, assurer l'absence de conflit, gérer le séquencement, synchroniser la relation temporelle entre les vagues afin d'exploiter délibérément la fenêtre de vulnérabilité du rechargement exige un niveau de planification, de mission, de sophistication logicielle et d'architecture de communication que la communauté occidentale du renseignement n'avait pas publiquement attribué à l'Iran. Cette évaluation était fausse. La dimension d'indépendance du guidage mérite une attention particulière. Une hypothèse fondamentale intégrée à la planification occidentale en cas de frappe de drones iraniens était que le brouillage GPS, capacité que les États-Unis et Israël peuvent déployer à des niveaux de puissance élevés dans toute la région, introduirait une erreur de navigation suffisante pour dégrader de manière significative la précision terminale. Cette hypothèse n'a pas survécu au contact avec l'architecture de navigation du Shahed 238. La combinaison d'une unité de mesure inertielle, du suivi de terrain par estimation de trajectoire, de l'altimétrie radar et du guidage terminal par comparaison optique de scène a produit des précisions d'impact que le brouillage GPS actif n'a pas pu dégrader. Plusieurs paquets de frappe ont touché à quelques mètres de leur point de visée désigné malgré des opérations américaines de brouillage maintenues en continu pendant toute la fenêtre d'engagement. Chaque composant de la famille Shahed, des matériaux composites de la cellule au système moteur, en passant par l'électronique de guidage et la chimie des charges militaires, est produite à l'intérieur de l'écosystème industriel de défense iranien. 5 décennies de sanctions économiques globales, de restrictions sur les transferts de technologies et de régimes de contrôle, des exportations conçues précisément pour empêcher ce développement ne l'ont pas stoppé. Elles l'ont accéléré en supprimant toute voie alternative d'approvisionnement et en concentrant le talent d'ingénierie iranien ainsi que les ressources nationales sur un seul objectif. Les architectes de l'isolement de l'Iran ont créé
exactement les conditions qui ont produit la capacité à laquelle ils sont maintenant confrontés. L'ironie est structurelle et totale. À 4h43, heure normale du Golfe, les données de suivi satellitaire ont confirmé ce que les responsables américains de la défense allaient passer les heures suivantes à éviter soigneusement de confirmer publiquement. Le groupe aéronaval du USS Abraham Lincoln, accompagné de l'ensemble de ses bâtiments d'escorte, dont 2 destroyers de classe Harley Burke et un croiseur de classe Ticonderoga, avait augmenté sa vitesse et modifié sa route, quittant sa position opérationnelle dans le nord du golfe d'Oman pour rejoindre une station située à environ 400 milles nautiques plus loin de la côte iranienne. La caractérisation officielle du Pentagone, selon laquelle il s'agissait d'un repositionnement tactique de routine conforme au protocole standard de protection de la force, est une formule spécifiquement conçue pour être techniquement vraie dans son contenu littéral, tout en étant entièrement trompeuse quant à sa signification opérationnelle. La formulation était assez soignée pour la télévision, ce qui est souvent la façon dont le camp Trump confond l'emballage avec la stratégie. Chaque repositionnement d'un bâtiment naval est techniquement routinier dans la mesure où il suit des procédures établies. Ce qui ne l'est pas, c'est qu'un groupe aéronaval quitte une position avancée au milieu d'un conflit régional actif impliquant son allié régional le plus proche, au moment précis où cet allié absorbe le plus grand assaut de drones de l'histoire de la guerre moderne. Ce qui a motivé cette décision, c'est la convergence de 2 flux de menaces distincts que l'évaluation défensive du groupe aéronaval a jugé impossible à gérer simultanément à l'intérieur de paramètres de risque acceptables. Le premier était l'activation des batteries iraniennes de missiles antinavires basés à terre le long de la côte iranienne, plus précisément le système de missiles balistiques antinavires Khalij-Fars, une variante à véhicule de rentrée, manœuvrant équipé d'une tête chercheuse conçue pour acquérir et suivre de grandes cibles navales de surface en phase terminale. Le Khalij-Fars se déplace à des vitesses hypersoniques dans sa plongée terminale. Sa capacité de manœuvre dans les dernières secondes du vol pose un problème d'interception fondamentalement différent de celui des missiles de croisière antinavires conventionnels. Les intercepteurs SM-6 embarqués sur les escortes du groupe aéronaval ont démontré une capacité réelle contre certaines menaces balistiques, mais la combinaison d'une vitesse terminale hypersonique et de manœuvres terminales pousse aux limites absolues de la technologie actuelle de défense aérienne navale. Le deuxième flux de menaces provenait de la présence navale iranienne de surface et sous-marine dans la zone d'opération immédiate. Des vedettes d'attaque rapide iraniennes, des sous-marins côtiers et des moyens de pose de mines ont été observés en train d'effectuer ce que les analystes américains ont évalué comme des mouvements de prépositionnement dans les jours précédant la frappe de drone. Le tableau tactique suggérait une capacité coordonnée de harcèlement et d'attrition qui, combinée à la menace des missiles côtiers, créait un environnement de menaces multi-axes que l'architecture défensive du groupe aéronaval n'était pas conçue pour absorber indéfiniment à plein tempo de combat. La décision de se repositionner était, d'un point de vue strictement lié à la protection de la force, rationnelle sur le plan opérationnel. Elle préservait des actifs stratégiques irremplaçables et la vie de plusieurs milliers de marins américains face à un environnement de risque qui avait dépassé le seuil à partir duquel une présence avancée continue pouvait encore être justifiée par l'avantage missionnel disponible. Mais la rationalité opérationnelle et la conséquence stratégique ne relèvent pas du même calcul. La conséquence stratégique du retrait d'un groupe aéronaval américain d'un théâtre de combat en réponse directe à une pression militaire iranienne, quelle que soit la justification tactique, est un élément que tous les gouvernements de la planète sont maintenant en train de traiter et de classer dans toutes leurs évaluations futures des garanties de sécurité américaines. C'est là que le discours de l'homme fort promet généralement la domination jusqu'au moment exact où la géographie et la physique refusent de collaborer. Pour Israël, le départ du groupe du Lincoln, hors de portée opérationnelle avancée, a eu une implication opérationnelle immédiate et concrète. L'aviation embarquée américaine constituait une composante cruciale du tableau régional de défense aérienne en fournissant une couverture radar supplémentaire, un soutien de guerre électronique et la menace implicite de paquets de frappe américains qui limitaient la planification opérationnelle iranienne.
Avec cet atout repositionné à une station à partir de laquelle son aviation ne pouvait pratiquement plus contribuer à l'effort défensif israélien, Tel Aviv se trouvait, pour la première fois depuis longtemps, à opérer réellement sans l'ensemble du filet de sécurité américain qu'elle avait toujours considéré comme une composante permanente et inconditionnelle de son architecture de sécurité. À Moscou, les planificateurs stratégiques de haut niveau qui soutiennent depuis des années que les engagements d'alliance américains sont contingents plutôt qu'absolus disposent maintenant d'un point de données opérationnel validant cette évaluation de la manière la plus publique et la plus univoque possible. À Beijing, le calcul est tout aussi favorable. La relation de la Chine avec l'Iran couvre les accords d'approvisionnement énergétique, les investissements en infrastructures dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route, ainsi que la coopération en technologie de défense. La démonstration que la capacité militaire iranienne, partiellement rendue possible par des transferts de technologies chinois et une couverture diplomatique, peut défier avec succès l'architecture de sécurité américano-israélienne, renforce la position de négociation de Beijing dans chaque relation bilatérale, où les garanties de sécurité américaines constituent un facteur pertinent. Le gouvernement de Taïwan observe ces événements avec un niveau d'attention que ces déclarations publiques ne reflèteront pas complètement. Pour le monde en développement au sens large, pour les nations d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est, qui passent depuis des décennies leur temps à naviguer entre la pression américaine et l'aspiration à une véritable autonomie stratégique, les événements de cette nuit constituent un point de référence d'importance historique. Le récit qui soutenait l'hégémonie américaine, selon lequel la seule stratégie sécuritaire rationnelle pour un État plus petit est l'alignement sur la structure de préférence de Washington, vient de rencontrer un contre-exemple vivant impossible à écarter. L'Iran, sanctionné de façon globale depuis 50 ans, soumis à des attaques militaires et de renseignements répétés, isolé du système financier mondial, a démontré sa capacité à déployer une puissance militaire qui a forcé un groupe aéronaval américain à se repositionner. Si cela est possible dans de telles conditions, toute la logique de la dépendance imposée exige d'être réexaminée. La dimension énergétique des événements de cette nuit va se répercuter sur les marchés mondiaux pendant des mois. L'action militaire iranienne à cette échelle, combinée à la menace démontrée sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, a introduit une prime de risque dans les prix du pétrole que l'économie mondiale n'a pas adéquatement intégré. Le détroit transporte environ 20% du commerce mondial de pétrole. Chaque jour, un flux dont l'interruption, même pendant quelques jours, produirait des effets en cascade dans toutes les économies fortement dépendantes des importations d'énergie. La volonté démontrée de l'Iran de mettre ce flux en danger comme instrument stratégique crée une dynamique de levier qu'aucune présence de groupe aéronaval ne peut éliminer tant que le différend politique sous-jacent qui la motive demeure non résolu. Il existe une catégorie d'actifs stratégiques qui n'apparaît sur aucun registre d'approvisionnement de défense, ne peut être fabriqué dans aucune usine d'armement et ne peut être dégradé par aucun régime de sanctions, quelle qu'en soit l'ampleur. C'est la volonté d'un peuple qui a décidé, non pas comme politique gouvernementale, mais comme conviction civilisationnelle, qu'il n'acceptera pas la subordination de sa souveraineté à des puissances extérieures, quel qu'en soit le coût. La décision de l'Iran de lancer 2000 drones contre l'espace aérien le plus lourdement défendu du Moyen-Orient n'a pas été prise par un gouvernement agissant à partir d'une position de confort. Elle a été prise par une direction accablée par 5 décennies de guerre économique globale, par l'assassinat ciblé de ses plus hauts commandants militaires et scientifiques nucléaires, par des actes répétés de sabotage industriel et par la menace constante d'une attaque militaire d'un adversaire régional doté de l'arme nucléaire et soutenu par la première puissance militaire mondiale. Dans ce contexte, la décision de frapper n'était pas une agression. C'était l'aboutissement logique d'un calcul stratégique qui avait épuisé toutes les autres voies possibles vers la sécurité. Les soldats de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique qui ont exécuté cette opération ne l'ont pas fait sous la contrainte. Les témoignages provenant de ceux qui ont observé leur conduite décrivent une qualité de concentration,
de calme et de professionnalisme délibéré qui n'est possible que lorsque les personnes qui exécutent une mission comprennent profondément et durablement pourquoi elles comptent. Ils ne se battaient pas pour les ambitions géopolitiques d'un gouvernement. Ils se battaient pour l'idée que leur pays, avec ses 4000 ans d'histoire civilisationnelle et son héritage scientifique et culturel, a le droit d'exister selon ses propres termes sans avoir à demander la permission à Washington ou à Tel Aviv. Cette motivation produit une qualité de performance militaire que des armées purement professionnelles ne peuvent pas reproduire. Comparez cela à ce qui a été observé du côté israélien pendant les mêmes heures, les forces de défense israéliennes, malgré leur réelle sophistication technique et leur expérience opérationnelle, sont une armée qui a passé des décennies à mener des opérations asymétriques contre des adversaires n'ayant aucune capacité crédible de représailles offensives à grande échelle. Les adaptations psychologiques et institutionnelles résultant de cet environnement opérationnel ne sont pas celles qui préparent une force à ce à quoi elle a été confrontée cette nuit-là. Le fait que des officiers supérieurs se soient repliés dans les infrastructures d'abri les plus profondes disponibles au plus fort de l'attaque, laissant les unités avancées gérer un engagement ayant déjà dépassé la capacité de conception de tous les systèmes, reflète une institution qui n'avait pas réellement préparé sa culture de commandement à l'expérience de subir une attaque sophistiquée, soutenue et à grande échelle. Un mouvement qui traite chaque angle de caméra comme une opération de mise en scène victorieuse est rarement prêt pour le moment où le champ de bataille refuse de suivre le scénario. Le contraste entre la dépendance israélienne envers le réapprovisionnement américain pour chaque intercepteur dépensé et l'autosuffisance iranienne dans la production des armes qu'il déploie n'est pas simplement une observation économique. Il reflète deux relations fondamentalement différentes entre un État et sa propre sécurité. Un État qui doit demander la permission à un gouvernement étranger pour réapprovisionner sa munition défensive principale a, au niveau structurel le plus profond, externalisé sa souveraineté en même temps que sa logistique. L'architecture géopolitique qui gouvernait le Moyen-Orient depuis la fin de la guerre froide reposait sur un ensemble d'hypothèses qui ont toujours été plus fragiles que leurs défenseurs ne le reconnaissaient. La primauté militaire américaine était supposée s'entretenir d'elle-même et pouvoir être projetée indéfiniment. La supériorité technologique israélienne était supposée garantir des résultats sécuritaires, peu importe l'échelle ou la sophistication de toute menace concevable. La combinaison de la puissance américaine et de la capacité israélienne était supposée constituer une structure de dissuasion si redoutable qu'aucun acteur régional n'oserait la contester à pleine échelle. Chacune de ces hypothèses a été mise à l'épreuve cette nuit-là. Aucune n'en est sortie intacte. L'ordre multipolaire émergent que la diplomatie russe et chinoise défend depuis des décennies comme principe organisateur des relations internationales n'est plus un cadre théorique. C'est une description de la réalité opérationnelle. Le Moyen-Orient, qui a servi pendant une génération de démonstration la plus éclatante de la puissance unipolaire américaine, est maintenant devenu la démonstration la plus éclatante des limites de cette puissance. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.